Immobile depuis 3 jours malgré sa grossesse avancée, la femelle lynx fixait les gardes forestiers avec des yeux qui semblaient les supplier d'approcher. Sous son corps affaibli par le jeûne forcé, un câble métallique brillait faiblement, révélant l'horrible vérité que personne n'avait encore osé imaginer. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de commenter depuis quelle partie du monde tu nous regardes. Allons-y. Dans les profondeurs silencieuses de la forêt de Fontainebleau, là où les chênes centenaires entrelacent leurs branches comme des gardiens immobiles du temps, quelque chose d'étrange se produisait. Une femelle lynx boréale, majestueuse avec son pelage tacheté et ses oreilles touffues, était restée immobile pendant 3 jours entiers. Ce comportement inhabituel avait d'abord échappé à l'attention des gardes forestiers, habitués à la discrétion légendaire de ces félins sauvages. Mais les caméras de surveillance installées pour le programme de réintroduction avaient capté des images troublantes. L'animal, visiblement en gestation, refusait catégoriquement de bouger de sa position, même lorsque des randonneurs passaient à proximité. Le garde forestier Thomas Mercier observait les images sur son écran avec une inquiétude grandissante. À 42 ans, après 2 décennies consacrées à la protection de la faune sauvage française, il avait développé une intuition particulière pour détecter les anomalies comportementales. Et cette femelle lynx, qu'ils avaient surnommée Léna, montrait tous les signes d'une détresse silencieuse. « Claire, tu devrais venir voir ça », appela-t-il sa collègue vétérinaire, Claire Dufresne, dont l'expertise en faune sauvage était reconnue bien au-delà des frontières du parc. Claire se pencha par-dessus son épaule, ses yeux verts scrutant attentivement les images. Ses cheveux châtains étaient noués en une queue de cheval pratique, et les rides naissantes au coin de ses yeux témoignaient des longues heures passées sur le terrain à veiller sur les animaux du parc. « 3 jours sans bouger, » murmura-t-elle. « C'est définitivement anormal, même pour une femelle en fin de gestation. Elle devrait au moins se déplacer pour boire. » Thomas acquiesça. « C'est exactement ce que je pensais. Elle est dans une position bizarre aussi, comme si elle protégeait quelque chose. » Claire consulta rapidement les données de suivi sur sa tablette. Léna est l'une des premières femelles réintroduites il y a 4 ans. Elle a déjà eu une portée avec succès l'année dernière. Elle connaît le protocole. Le protocole auquel Claire faisait référence était le comportement normal observé chez les lynx, suivi par le programme. Les femelles gravides s'isolaient généralement dans des tanières discrètes pour mettre bas, loin des sentiers et des zones fréquentées. Mais Léna avait choisi de rester au même endroit, exposée et vulnérable, défiant toute logique de survie. « Je pense qu'on devrait intervenir », décida Thomas. « Si elle est blessée ou si quelque chose ne va pas avec sa grossesse… » Claire hocha la tête, tout en préparant déjà mentalement le matériel dont elle aurait besoin. « Je vais préparer un kit d'intervention d'urgence. Préviens Marc qu'on aura besoin de lui pour la contention. » 1 heure plus tard, une équipe de 3 gardes forestiers s'enfonçait dans la forêt, suivant les coordonnées GPS des caméras de surveillance. L'automne avait déjà commencé à transformer la forêt, saupoudrant le sol d'une mosaïque de feuilles dorées et cuivrées. L'air était frais, chargé de l'odeur de la terre humide et des champignons. En d'autres circonstances, Thomas aurait savouré cette randonnée, mais aujourd'hui, son esprit était entièrement focalisé sur Léna. Marc Beaumont, le 3e membre de l'équipe, marchait silencieusement à leur côté. Ancien garde-chasse reconverti en technicien de conservation, il possédait une connaissance intime de la forêt et de ses habitants. Sa présence rassurante et sa force tranquille en faisaient un allié précieux lors des interventions délicates. « On approche », chuchota Thomas, consultant son GPS. « Elle devrait être juste derrière cette crête. » Ils avancèrent avec une prudence redoublée, conscients que malgré sa condition, une femelle lynx acculée pouvait se montrer dangereuse.
Claire portait la mallette contenant le matériel de téléanesthésie, prête à intervenir si nécessaire. Ce fut Marc qui la repéra en premier. D'un geste discret, il arrêta ses compagnons et pointa vers un renfoncement entre deux rochers. Là, partiellement dissimulée par un buisson, la silhouette tachetée de Lena était visible. Son flanc se soulevait au rythme de sa respiration, preuve qu'elle était vivante, mais quelque chose dans sa posture confirmait leurs inquiétudes. « Elle n'a même pas relevé la tête à notre approche », murmura Claire, préoccupée. « Ce n'est pas normal. » Avec des gestes lents et méthodiques, ils établirent un périmètre d'observation à une distance respectueuse. Claire prépara la seringue d'anesthésique, calibrant soigneusement la dose en fonction du poids estimé de Lena et de son état de gestation. « Je vais essayer de m'approcher suffisamment pour avoir un angle de tir clair, dit-elle. Restez en retrait pour ne pas l'effrayer. » Thomas et Marc se positionnèrent stratégiquement, prêts à intervenir si nécessaire. Claire, habitée par cette concentration particulière qui la caractérisait en situation de crise, avança pas à pas vers la lynx. À sa grande surprise, l'animal tourna simplement la tête vers elle, sans montrer de signes d'agressivité ou de peur. Ses yeux ambrés, habituellement si farouches, semblaient presque suppliants. Cette réaction inattendue figea Claire sur place. En 20 ans de carrière, elle n'avait jamais vu un lynx sauvage regarder un humain de cette façon. C'était comme si Lena attendait leur aide. « Thomas » appela-t-elle doucement. « Je crois qu'elle est vraiment en détresse. Elle ne cherche même pas à fuir. » Thomas la rejoignit lentement, également frappé par le comportement inhabituel du félin. « On dirait presque qu'elle nous a attendus » murmura-t-il. Claire prit une décision. « Je vais l'endormir. Quelque chose ne va vraiment pas et on a besoin de l'examiner correctement. » Avec la précision née de l'expérience, elle visa et tira. La fléchette se logea parfaitement dans la cuisse de Lena, qui ne réagit qu'avec un tressaillement minime. En quelques minutes, l'anesthésique fit effet et le grand félin s'affaissa complètement. Les trois intervenants s'approchèrent alors, leur sens en alerte. Claire commença immédiatement son examen, ses mains gantées palpant délicatement l'abdomen distendu de la femelle lynx. Son rythme cardiaque est élevé mais stable, nota-t-elle. La gestation semble avancer. Je sens les chatons qui bougent. Elle continua son examen méthodique, vérifiant les muqueuses, la température, cherchant tout signe de blessure ou d'infection. Ce fut alors que Thomas, qui observait attentivement les alentours, remarqua quelque chose d'étrange sous le corps de Lena. « Claire, regarde ça !» dit-il en pointant une zone où la mousse semblait légèrement soulevée. Claire se pencha, intriguée, et écarta doucement le pelage épais du ventre de l'animal. Ce qu'elle découvrit la fit hoqueter de surprise. « Mon Dieu !» souffla-t-elle. « Marc, Thomas, vous devez voir ça. » Sous le corps de Lena, partiellement enterré dans la mousse et les feuilles, se trouvait un câble métallique tendu en cercle, un collet de braconnier. Et pris dans ce piège cruel, un petit lynx à peine plus grand qu'un chaton domestique respirait faiblement. C'est son petit de la portée précédente, murmura Claire, reconnaissant la configuration des taches qui étaient propres à chaque individu. Elle est restée ici tout ce temps pour le protéger. Les trois gardes échangèrent des regards consternés. La scène qui se dessinait devant eux était aussi tragique qu'extraordinaire. Une mère lynx, sur le point de donner naissance à une nouvelle portée, avait refusé d'abandonner son petit piégé, même au péril de sa propre vie et de celle de ses futurs chatons. Marc s'agenouilla et examina le piège avec des gestes précis. C'est un collet récent, pas plus d'une semaine, fabriqué artisanalement, mais redoutablement efficace. Son visage s'assombrit. On a affaire à des braconniers expérimentés. Claire travaillait déjà à libérer le jeune lynx, ses doigts habiles désamorçant le mécanisme du piège
avec une délicatesse chirurgicale. La patte est sérieusement blessée, mais je ne crois pas qu'elle soit compromise. Il a eu de la chance que sa mère soit restée avec lui. Thomas, qui avait sorti son appareil photo pour documenter la scène à des fins judiciaires, s'arrêta un instant, saisi par la portée de ce qu'il découvrait. Elle est restée là pendant des jours, sans bouger, sans chasser, juste pour le protéger des prédateurs pendant qu'il était piégé. Le jeune lynx, une fois libéré, fut rapidement examiné par Claire. Déshydraté et affaibli, il avait néanmoins survécu grâce à la protection constante de sa mère. La blessure à sa patte, bien qu'impressionnante avec son sillon sanguinolent creusé par le câble métallique, n'avait miraculeusement pas atteint l'os. « Il va s'en sortir », annonça Claire avec un soulagement évident, mais il aura besoin de soins intensifs pendant quelques semaines. Marc, qui avait fini de démonter complètement le piège pour le conserver comme preuve, scrutait maintenant les environs avec attention. Ce n'est probablement pas le seul. Ces gars-là travaillent généralement en série, ils posent des lignes entières de pièges. Thomas hocha gravement la tête. On va organiser une battue complète du secteur dès demain. Et je veux une enquête approfondie. Si ces braconniers ciblent spécifiquement nos lynx réintroduits. Il laissa sa phrase en suspens, mais ses compagnons comprenaient parfaitement la gravité de la situation. Le programme de réintroduction du lynx boréal en France était déjà fragile, confronté aux résistances locales et aux défis écologiques. Un réseau organisé de braconnage pourrait compromettre des années d'efforts de conservation. Pendant ce temps, Claire avait délicatement placé le jeune lynx blessé dans une caisse de transport spécialement conçue. « Il faut aussi emmener Lena au centre », décida-t-elle. Son état de gestation avancé combiné à ses jours de jeûne forcé m'inquiète. Je veux la garder sous surveillance jusqu'à la mise bas. Thomas acquiesça, admiratif devant le sacrifice de cette mère courage. En 20 ans de carrière dans la protection de la faune sauvage, il avait été témoin d'innombrables comportements animaux fascinants, mais le dévouement de cette lynx envers son petit dépassait tout ce qu'il avait pu observer. « Préparez la civière », ordonna-t-il doucement. « On les ramène ensemble au centre. » Le transport des deux lynx jusqu'au centre de soins de la faune sauvage fut une opération délicate. Thomas avait contacté le quartier général par radio pour demander un véhicule tout-terrain adapté, mais les chemins forestiers rendus boueux par les récentes pluies d'automne compliquaient considérablement leur progression. Marc et Thomas portaient la civière où reposait Lena, toujours sous l'effet de l'anesthésique, tandis que Claire tenait fermement la caisse contenant le jeune lynx blessé. « On devrait lui donner un nom », dit Marc, rompant le silence tendu qui s'était installé entre eux. « Au petit, je veux dire. » Claire sourit malgré la fatigue qui commençait à marquer ses traits. « Tu as raison. Que dirais-tu de... étoile ?» pour la tache blanche en forme d'étoile sur son front. Thomas hocha la tête avec approbation. « Étoile et Lena. Ça sonne bien. » Ce petit échange, d'apparence anodine, était leur façon de gérer l'émotion qui les étreignait. Car derrière leur professionnalisme se cachait une profonde colère face à la cruauté humaine qui avait failli coûter la vie à ces animaux exceptionnels. Après une heure de marche laborieuse, ils atteignirent enfin la route forestière où Julien, un autre garde du parc, les attendait avec le véhicule médical. Son visage s'assombrit lorsqu'il aperçut les deux félins. « C'est aussi grave que ça en a l'air ?» demanda-t-il en aidant à charger précautionneusement les caisses à l'arrière du véhicule. « Pire », répondit Thomas laconiquement. « Des braconniers, un collet métallique posé délibérément sur un sentier de lynx. » Julien serra les dents. À 35 ans, cet ancien gendarme reconverti dans la protection de la nature avait une tolérance zéro pour le braconnage. « On les retrouvera », promit-il, une détermination froide dans la voix. Claire monta à l'arrière du véhicule avec les lynx, refusant de les laisser sans surveillance médicale pendant le trajet. Thomas prit place à l'avant, tandis que Marc décidait de rester sur place pour commencer à sécuriser la zone et chercher d'autres pièges. « Je fais une première inspection et je vous rejoins », expliqua-t-il. «
Je prendrai des photos de tous les indices. » Le trajet jusqu'au centre, situé à la lisière de la forêt, dura 40 minutes. 40 minutes pendant lesquelles Claire ne quitta pas des yeux ses patients, vérifiant constamment leurs signes vitaux. Étoile, malgré sa blessure et sa déshydratation, montrait une résilience remarquable. Ses yeux entr'ouverts suivaient les mouvements de Claire avec une curiosité prudente. « Tu es un battant, toi !» murmura-t-elle en ajustant délicatement la perfusion qu'elle avait installée pour réhydrater le jeune félin. Le centre de soins de la faune sauvage était un bâtiment moderne, construit 5 ans auparavant grâce à des subventions européennes et des dons privés. Avec ses installations vétérinaires de pointe et ses enclos de réhabilitation spécialement conçus, il représentait un maillon essentiel dans la stratégie de conservation des espèces menacées en France. À leur arrivée, une équipe était déjà en alerte, prévenue par les appels radio de Thomas. Sophie Leblanc, la directrice du centre et vétérinaire en chef, les attendait à l'entrée, son expression professionnelle masquant l'inquiétude qu'elle ressentait. « Salle d'opération 2 pour le jeune, salle de soins intensifs pour la femelle », ordonna-t-elle après un bref examen visuel. « Claire, tu t'occupes du petit avec Mathieu. Je prends la mère avec Antoine. » L'équipe se mit immédiatement en mouvement, chacun connaissant parfaitement son rôle dans ce ballet médical bien rodé. Thomas resta en retrait, observant avec un mélange d'anxiété et d'admiration la précision des gestes de ces professionnels dévoués. Dans la salle d'opération, Claire et Mathieu, un jeune vétérinaire spécialisé en chirurgie animale, travaillaient en parfaite synchronisation. La blessure d'Étoile, bien que profonde, n'avait heureusement pas causé de dommages irréversibles aux tendons ou aux os. Le câble a créé un sillon circulaire autour de la patte, expliqua Claire, tandis que Mathieu irriguait méticuleusement la plaie avec une solution antiseptique. Il a dû se débattre pendant des heures avant d'épuiser ses forces. Et sa mère est restée à ses côtés tout ce temps, murmura Mathieu, visiblement ému par cette démonstration d'amour maternel. C'est extraordinaire. Claire hocha la tête, concentrée sur le nettoyage minutieux de la plaie. Les grands prédateurs sont souvent dépeints comme des machines à tuer sans émotion, mais quiconque a vraiment étudié ces animaux sait qu'ils possèdent une intelligence émotionnelle complexe. La chirurgie d'Étoile dura près de 2 heures. La plaie fut soigneusement désinfectée, les tissus endommagés délicatement suturés et une attelle légère posée pour stabiliser la patte pendant la cicatrisation. Tout au long de l'intervention, l'équipe veilla à maintenir l'anesthésie à un niveau optimal, consciente de la vulnérabilité particulière des jeunes félins aux produits anesthésiques. Dans la salle voisine, Sophie et Antoine s'occupaient de Léna. L'examen échographique confirmait que la femelle lynx portait 3 fœtus bien développés, miraculeusement indemnes malgré les jours de jeûne et de stress intense subis par leur mère. Elle est dans un état de déshydratation sévère, nota Sophie en installant une perfusion intraveineuse. Et son rythme cardiaque reste élevé. Je suis préoccupé par les risques de mise bas prématurée. Antoine, qui préparait une série d'injections de vitamines et d'antibiotiques préventifs, acquiesça gravement. « Tu penses qu'on devrait la garder sous sédation légère pour éviter le stress supplémentaire ?» Sophie réfléchit un instant, pesant soigneusement les risques. « Non, je préfère qu'elle se réveille naturellement. On va la placer dans l'enclos intérieur calme, celui avec la caméra infrarouge. Si elle montre des signes de détresse, on interviendra. » Une fois les soins initiaux terminés, les 2 lynx furent installés dans des espaces adjacents mais séparés, une précaution standard pour éviter tout stress supplémentaire, mais aussi pour permettre une surveillance médicale individualisée. Thomas, qui avait attendu patiemment dans la salle de réunion du centre, se leva d'un bond lorsque Claire et Sophie le rejoignirent enfin. Leurs visages fatigués mais soulagés lui apportèrent un réconfort immédiat. « Ils vont s'en sortir », annonça Sophie sans préambule, connaissant l'inquiétude du garde forestier.
Le petit a une blessure sérieuse mais propre, sans infection établie. Quant à Lena, elle est épuisée et déshydratée, mais ses chatons semblent en bonne santé. Thomas laissa échapper un long soupir de soulagement. « C'est une sacrée battante, » murmura-t-il. « Rester là pendant des jours, sans boire ni manger, juste pour protéger son petit. Le lien maternel chez les lynx est particulièrement fort, » expliqua Claire en se servant une tasse du café que Thomas avait préparé. Les femelles s'occupent de leurs petits pendant près d'1 an, leur apprenant patiemment toutes les techniques de chasse et de survie. Un silence contemplatif s'installa, chacun méditant sur la force de cet instinct maternel qui transcendait les espèces. Ce fut le bip du téléphone de Thomas qui les ramena à la réalité plus prosaïque de leur mission. « C'est Marc », dit-il en consultant le message. Son expression s'assombrit instantanément. Il a trouvé 3 autres pièges dans un rayon de 500 mètres et des traces de véhicules tout-terrain. Nos braconniers ne sont pas des amateurs. Sophie serra les poings, une colère froide se lisant sur son visage habituellement serein. C'est le 3e cas ce mois-ci. D'abord ce sanglier mutilé près de Saint-Martin, puis les 2 cerfs retrouvés sans leur bois à reclose, et maintenant ça. Tu penses à un réseau organisé ? Demanda Claire, soudain alarmée. Thomas hocha lentement la tête. Les pièges sont sophistiqués. Les zones ciblées sont précisément celles fréquentées par les espèces rares ou protégées. Ce ne sont pas des braconniers opportunistes. Ils savent exactement ce qu'ils font, et ils le font méthodiquement. Sophie se leva, une détermination nouvelle dans sa posture. « J'appelle le procureur. Avec les preuves que nous avons accumulées ces dernières semaines, plus ce nouveau cas particulièrement odieux, nous avons de quoi demander l'ouverture d'une enquête formelle. » Pendant que Sophie passait son appel dans son bureau, Thomas et Claire se rendirent dans la salle de surveillance pour observer leurs patients via les caméras infrarouges. Étoile dormait paisiblement, sa petite poitrine se soulevant régulièrement sous l'effet des analgésiques. Lena, quant à elle, commençait à montrer des signes de réveil, ses oreilles touffues, s'agitant légèrement au moindre bruit. « Regarde comme elle est agitée », murmura Claire inquiète. « Elle cherche son petit. » Thomas observa le comportement de la lynx avec attention. Est-ce qu'on pourrait les réunir? Ou ce serait trop risqué dans leur état? Claire réfléchit, pesant les risques et les bénéfices potentiels. Normalement, on évite de perturber le protocole de soins. Mais dans ce cas précis, je pense que le stress de la séparation pourrait être plus néfaste que les bénéfices de l'isolement médical. Sa décision prise, elle contacta Mathieu par l'interphone. On va tenter une réunion surveillée. Prépare Étoile pour un transfert dans l'enclos de Lena. 21 minutes plus tard, une opération délicate était en cours. Mathieu et Antoine transportèrent avec d'infinies précautions la caisse contenant Étoile, encore groggy mais conscient, vers l'enclos de sa mère. Claire et Thomas observaient depuis la salle de contrôle, prêts à intervenir au moindre signe d'agression ou de stress excessif. Lena, maintenant complètement réveillée, se tenait dans un coin de l'enclos, ses yeux dorés fixés intensément sur la porte d'entrée. Lorsque la caisse fut délicatement déposée et ouverte, un silence tendu envahit la pièce. Étoile émergea lentement, sa démarche rendue maladroite par l'attelle et les résidus d'anesthésie. Il s'arrêta, hésitant, puis leva son petit museau pour humer l'air. Ce fut alors que Lena émit un son étrange, quelque part entre le ronronnement et le murmure, un appel que seul son petit pouvait comprendre. La réaction fut immédiate. Étoile se dirigea directement vers sa mère, aussi rapidement que sa patte blessée le lui permettait. Lena s'avança à sa rencontre et, avec une délicatesse surprenante pour un animal sauvage de cette taille, commença à le lécher méticuleusement, s'attardant sur sa blessure avec ce qui ressemblait étrangement à de l'inquiétude. Dans la salle de contrôle, Claire essuya discrètement une larme qui menaçait de couler. « C'est pour ça que je fais ce métier », murmura-t-elle. « Pour ces moments-là. »
Thomas hocha silencieusement la tête, trop ému pour parler. En 20 ans de carrière dans la protection de la nature, il avait été témoin de nombreux comportements animaux fascinants. Mais la dévotion de cette mère lynx envers son petit le touchait d'une manière particulièrement profonde. Dehors, le soleil commençait à décliner, teintant d'or les frondaisons automnales de la forêt. Une nouvelle nuit s'annonçait. Mais cette fois, Léna et Étoile la passeraient en sécurité, sous la protection vigilante de ceux qui avaient juré de défendre les créatures vulnérables contre la cruauté et l'avidité humaine. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait encore, c'est que cette histoire ne faisait que commencer, et que le sauvetage miraculeux de ces deux lynx allait déclencher une série d'événements qui ébranleraient profondément le petit monde de la conservation en France. L'aube pointait à peine à l'horizon lorsque Thomas fut réveillé par la sonnerie insistante de son téléphone. Il avait passé la nuit au centre, refusant de rentrer chez lui malgré l'insistance de Claire. Après 3 décennies passées dans la protection de la faune sauvage, il avait appris à se fier à son intuition et quelque chose lui disait que sa présence serait nécessaire. « Thomas Mercier », répondit-il d'une voix encore rauque de sommeil, « c'est Julien, tu devrais venir voir ça. » La voix de son collègue était tendue, vibrante d'une émotion contenue. « Marc et moi avons patrouillé toute la nuit dans le secteur des pièges. On a trouvé quelque chose. » Thomas se redressa immédiatement, tous ses sens en alerte. Quoi exactement? Un campement, bien caché dans une zone densément boisée, et pas le genre de bivouac de randonneur. Julien fit une pause. Il y a du matériel de braconnage, des collets identiques à celui qui a piégé le petit lynx, et d'autres choses, des trophées. Un frisson glacé parcourut l'échine de Thomas. « J'arrive. N'y touchez pas et sécurisez le périmètre, et appelez la gendarmerie. » Après un bref passage à la salle de surveillance pour vérifier l'état de Léna et Étoile, tous deux dormaient paisiblement, blottis l'un contre l'autre. Thomas laissa un message à Claire et partit rejoindre ses collègues. Le site découvert par Julien et Marc se trouvait à moins de 3 kilomètres de l'endroit où ils avaient secouru les lynx, mais si bien dissimulé qu'il aurait été impossible à repérer sans une inspection systématique de la zone. Caché sous un dense enchevêtrement de sapins et de fougères, le campement rudimentaire comprenait une tente camouflée, un foyer soigneusement aménagé pour produire un minimum de fumée, et ce qui ressemblait à un atelier de fortune. Marc l'accueillit avec un signe de tête tendue. « Les gendarmes sont en route. On n'a rien touché. » Thomas examina le campement depuis le périmètre qu'ils avaient établi. Son regard exercé notait chaque détail, l'organisation méthodique du site, les outils professionnels soigneusement rangés, les traces d'occupation régulières mais intermittentes. « Ce n'est pas un coup de chance, » murmura-t-il. « Ces gars savent ce qu'ils font. Ils viennent ici régulièrement. » Julien acquiesça sombrement. « Regarde ça » dit-il en pointant une bâche tendue entre 2 arbres, servant visiblement d'abri pour les activités de transformation. Ils découpent leur butin ici même, probablement pour ne transporter que les parties valorisables. Thomas sentit son estomac se nouer. Le braconnage des espèces protégées représentait un commerce lucratif alimenté par des superstitions ancestrales ou des marchés noirs d'animaux exotiques. Les griffes, dents et organes de lynx pouvaient atteindre des prix astronomiques dans certains circuits illégaux. « On a aussi trouvé ça », ajouta Marc en le guidant vers un petit carnet dissimulé sous une pierre plate. Sans y toucher, il l'ouvrit délicatement avec un bâton. Des dates, des coordonnées GPS. Il traque méthodiquement nos zones de réintroduction. Le sang de Thomas ne fit qu'un tour. Si leurs soupçons étaient fondés, ce réseau de braconniers ne ciblait pas la faune sauvage au hasard, mais spécifiquement les espèces réintroduites dans le cadre des programmes de conservation. Des animaux rares, protégés et, ironie cruelle, souvent équipés de colliers émetteurs qui facilitaient leur localisation.
L'arrivée des gendarmes interrompit ses réflexions. Le lieutenant Moreau, une femme énergique aux cheveux courts, poivre et sel, prit rapidement en charge les opérations, déployant son équipe avec une efficacité née de l'expérience. « Mercier », le salua-t-elle avec un hochement de tête. Ils avaient déjà travaillé ensemble sur plusieurs affaires de braconnage par le passé. « On dirait que vous avez mis le doigt sur quelque chose de sérieux cette fois. Ces gens ciblent délibérément nos espèces protégées, » expliqua Thomas, la mâchoire serrée par la colère. « Et vu l'organisation de ce camp, ce n'est pas l'œuvre de braconniers occasionnels. » Moreau examina le site avec un regard professionnel. « Je suis d'accord, il y a une logistique derrière tout ça. » Elle se tourna vers l'un de ses hommes. « Contactez la brigade de recherche et le service départemental de l'Office français de la biodiversité. On va coordonner une enquête conjointe. » Pendant que les techniciens de la police scientifique commençaient à analyser méticuleusement le campement, Thomas reçut un appel de Claire. « Thomas, il se passe quelque chose avec Léna. Tu devrais revenir. » Le ton pressant de sa voix le fit immédiatement réagir. « J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ?» Elle est entrée en travail. Les contractions ont commencé il y a 1 heure, mais quelque chose ne va pas. Elle semble en détresse. Thomas jeta un regard d'excuse à Moreau, qui comprit immédiatement la situation. « Allez-y, dit-elle. Nous vous tiendrons informés des développements ici. » Le trajet du retour sembla interminable à Thomas, malgré la vitesse à laquelle il conduisait sur les routes forestières. Lorsqu'il arriva enfin au centre, il trouva une atmosphère tendue et concentrée. Sophie, Claire et 2 assistants vétérinaires s'affairaient autour de Léna, qui avait été transférée dans la salle d'intervention médicale. La femelle lynx était allongée sur une table spéciale, partiellement sédatée mais visiblement consciente. Son flanc se soulevait avec des spasmes irréguliers et ses yeux ambrés roulaient de douleur et de peur. « Que se passe-t-il » demanda Thomas, restant en retrait pour ne pas gêner les soignants. Claire lui jeta un bref regard. « Dystocie, un accouchement difficile. Le premier chaton est mal positionné et elle n'a pas la force d'expulser après ses jours de jeûne et de stress. » Sophie, gantée et concentrée, préparait ce qui ressemblait à une intervention chirurgicale. « On va devoir faire une césarienne », expliqua-t-elle brièvement. « C'est risqué avec sa condition affaiblie, mais on n'a pas le choix. Les chatons montrent des signes de détresse. » « Et Étoile ?» demanda Thomas, réalisant soudain que le jeune lynx n'était visible nulle part. « Mathieu s'en occupe dans l'enclos voisin, » répondit Claire. « Il était trop agité quand on a dû séparer Léna. Il sent que quelque chose ne va pas. » Les minutes qui suivirent furent intenses. Avec une précision chirurgicale née de l'expérience, Sophie pratiqua l'intervention nécessaire pour sauver Léna et ses chatons. La délicatesse de ses gestes contrastait avec la gravité de la situation. Chaque seconde comptait. Chaque décision pouvait faire basculer le fragile équilibre entre la vie et la mort. Thomas observait en silence, admiratif devant cette danse complexe de compétence et de compassion. Ces femmes et ces hommes qui consacraient leur vie à sauver des créatures sauvages, à préserver un équilibre naturel constamment menacé par l'activité humaine. Finalement, après ce qui sembla une éternité, le premier chaton fit son apparition, une minuscule boule de fourrure tachetée, à peine plus grande qu'une souris. Sophie le confia immédiatement à un assistant qui commença les manœuvres de stimulation respiratoire. « Il est vivant », annonça-t-il après quelques secondes qui parurent interminables. Respiration faible mais présente. 2 autres chatons suivirent, extraits avec la même délicatesse chirurgicale. L'un d'eux, plus petit que les autres, ne respirait pas. Claire entama immédiatement un massage cardiaque miniature, refusant d'abandonner malgré les signes évidents. « Allez, petit guerrier », murmurait-elle, « batte-toi. » Thomas retint son souffle.
partagé entre l'espoir et la conscience cruelle de la fragilité de la vie sauvage. Dans la nature, ce chaton n'aurait probablement pas survécu. Une réalité brutale, mais naturelle. Ici, dans ce sanctuaire créé par la volonté humaine de réparer ses propres dommages, chaque vie comptait, chaque petit être méritait une chance. Comme en réponse aux supplications de Claire, le minuscule chaton émit soudain un son à peine audible, un miaulement si ténu qu'il ressemblait plus à une vibration qu'à un cri. Puis sa minuscule poitrine commença à se soulever faiblement. Il revient, souffla Claire, un sourire épuisé mais radieux, illuminant son visage. Pendant ce temps, Sophie terminait de refermer l'incision sur l'abdomen de Léna, ses gestes précis et efficaces malgré la fatigue évidente qui marquait ses traits. « Elle a perdu beaucoup de sang, dit-elle, mais ses constantes se stabilisent. Je crois qu'elle va s'en sortir. » Une vague de soulagement parcourut l'équipe, cette émotion particulière que connaissent ceux qui travaillent constamment à la frontière ténue entre la vie et la mort. Les 3 chatons furent placés dans une couveuse spécialement conçue pour les félins sauvages, leur température et leur respiration étroitement surveillées. Léna, encore sous l'effet de l'anesthésie, fut installée dans un espace de réveil adjacent, où elle pourrait récupérer sous surveillance constante. « On devra peut-être les nourrir artificiellement au début », expliqua Sophie à Thomas, tandis qu'ils observaient les minuscules créatures à travers la vitre de la couveuse. Léna sera trop faible pour s'en occuper pendant les premières heures, voire les premiers jours. Thomas acquiesça, captivé par ces 3 boules de vie, si fragiles, et pourtant porteuses de tant d'espoir pour leur espèce. Et après, si tout va bien, on les réunira progressivement. D'abord Léna et ses petits, puis Étoile rejoindra la famille, une fois que Léna aura accepté ses nouveaux chatons. Claire les rejoignit, son visage marqué par la fatigue, mais illuminé par la satisfaction du devoir accompli. Tous les signes vitaux sont bons. Le plus petit est plus faible, mais il se bat. Thomas passa une main sur son visage fatigué. Ces dernières 24 heures avaient été éprouvantes, oscillant entre la rage face à la découverte du campement des braconniers et l'émerveillement devant le miracle de la vie qui venait de se produire sous ses yeux. « Je dois retourner voir où en est l'enquête, » dit-il finalement. « Tu me tiens au courant s'il y a du nouveau ici ?» Claire acquiesça, comprenant son besoin d'agir contre ceux qui menaçaient ses vies, qu'il s'efforçait de protéger. « Bien sûr. Et toi, sois prudent. Ces gens sont dangereux. » Thomas sortit du centre dans la lumière dorée de la fin de matinée. La forêt environnante semblait paisible, indifférente au drame qui se jouait en son sein, des vies sauvées, d'autres menacées, et cette lutte constante entre protection et destruction. Son téléphone vibra. Un message de Moreau, empreintes identifiées, 2 suspects potentiels avec antécédents, briefing à 14 heures à la brigade. La chasse aux braconniers était lancée, et pour Thomas, elle prenait désormais une dimension encore plus personnelle. Le briefing à la gendarmerie se déroula dans une atmosphère tendue. La petite salle de réunion était remplie d'hommes et de femmes en uniforme, ainsi que de représentants de l'Office français de la biodiversité. Au mur, des photos du campement découvert et des pièges saisis étaient affichés, témoins silencieux de la cruauté méthodique des braconniers. Le lieutenant Moreau se tenait devant une carte de la région où des punaises rouges marquaient les emplacements des pièges découverts jusqu'à présent. D'après nos premières analyses, commença-t-elle, nous avons affaire à un réseau organisé. Les empreintes relevées sur le site correspondent à 2 individus déjà connus de nos services. Remy Fournier et Pascal Garnier, tous 2 avec des antécédents de braconnage, mais jamais à cette échelle. Elle fit défiler des photos sur l'écran mural. 2 hommes au visage dur, l'un massif aux cheveux grisonnants, l'autre plus jeune et nerveux. Fournier est un ancien garde-chasse radié pour comportement inapproprié. Il connaît parfaitement la forêt et les habitudes des animaux.
Garnier et son neveu, avec un casier plus diversifié, vol, trafic de stupéfiants et 2 condamnations pour commerce illégal d'espèces protégées. Thomas, assis au premier rang, sentit son pouls s'accélérer. Fournier, ce nom réveillait de vieux souvenirs. Il avait travaillé brièvement avec lui 15 ans auparavant, avant que l'homme ne soit renvoyé pour avoir fermé les yeux sur des activités de chasse illégales contre des pots de vin. Nous pensons qu'ils ne sont que la partie visible du réseau, poursuivit Moreau. Le carnet trouvé sur place contient des codes qui suggèrent des livraisons régulières à des intermédiaires. Le marché noir des parties d'animaux protégés est lucratif, surtout vers l'Asie et certains pays d'Europe de l'Est. Un agent de l'OFB prit la parole, apportant des précisions techniques sur le modus operandi des suspects. Les collets retrouvés étaient fabriqués artisanalement, mais avec une expertise indéniable, conçue pour minimiser les dommages aux parties valorisables des animaux. Griffes, dents, fourrures, certains organes internes, chaque élément avait sa valeur sur le marché noir, alimenté par des superstitions tenaces ou des pratiques de médecine traditionnelle sans fondement scientifique. Ce qui nous préoccupe particulièrement, conclut Moreau, c'est la précision avec laquelle il cible les animaux réintroduits. Le carnet contient des coordonnées qui correspondent aux zones de relâcher du programme de conservation. Un murmure parcourut l'assemblée. L'implication était claire. Le réseau disposait d'informations confidentielles sur les programmes de réintroduction. « Une taupe ?» demanda quelqu'un. Moreau échangea un regard avec Thomas. « C'est une possibilité que nous ne pouvons pas écarter. Les informations sur les lieux exacts de relâcher et les déplacements des animaux équipés de colliers émetteurs sont restreintes, mais accessibles à un certain nombre de personnes au sein des organismes de conservation. » Un silence pesant s'installa. L'idée qu'un des leurs puisse trahir la cause pour laquelle ils travaillaient tous était aussi douloureuse qu'enrageante. « Voici le plan, » reprit Moreau après avoir laissé le temps à chacun d'absorber cette information. « Nous allons mettre en place une surveillance discrète du campement. S'ils reviennent, nous les cueillerons. Parallèlement, nous lancerons des perquisitions à leur domicile connu. Fournier possède une cabane isolée près du lac de Moiry et Garnier a un appartement à Saint-Germain-en-Laye. » Elle se tourna vers Thomas. « Mercier, j'aimerais que vous coordonniez avec votre équipe une inspection systématique de tous les sentiers fréquentés par les lynx dans le secteur. Il y a probablement d'autres pièges que nous n'avons pas encore repérés. » Thomas acquiesça, déjà en train de planifier mentalement l'opération. « Je vais mobiliser tous les gardes disponibles. On quadrillera la zone méthodiquement. » Le briefing se poursuivit avec la répartition des tâches et la coordination entre les différentes équipes. À la fin, alors que les participants commençaient à se disperser, Moreau retint Thomas. « Il y a autre chose que vous devriez savoir, » dit-elle à voix basse. « Nous avons trouvé des photos dans le campement, des clichés pris avec un téléobjectif du centre de soins et de certains membres de votre équipe, dont vous et le docteur Dufresne. » Le sang de Thomas se glaça. « Vous pensez qu'ils nous surveillent spécifiquement ? C'est possible. Soyez vigilants. Ces types ne sont pas de simples braconniers opportunistes. Ils sont organisés et méthodiques. » Thomas hocha gravement la tête, une nouvelle inquiétude venant s'ajouter à celle qui pesait déjà sur ses épaules. « Je préviendrai l'équipe. » De retour au centre de soins, Thomas trouva Claire dans la salle d'observation, ses yeux rivés sur les moniteurs qui affichaient les constantes vitales de Léna et de ses nouveau-nés. Son visage portait les marques de la fatigue, mais aussi une sérénité née du travail bien fait. « Comment vont-ils » demanda-t-il doucement. Claire se tourna vers lui, un sourire éclairant ses traits fatigués. « Mieux que nous n'aurions pu l'espérer. Léna s'est réveillée il y a 1 heure. Ses constantes sont bonnes, malgré l'intervention lourde qu'elle a subie. Elle fit défiler les images sur l'écran, montrant la femelle lynx allongée dans un enclos spécialement aménagé, sa respiration régulière et calme. Et les chatons ? 2 d'entre eux sont forts,
avec des réflexes de succion déjà bien développés. Le plus petit, celui qu'on a dû réanimer, il lutte toujours. Mais il est tenace. Claire sourit tendrement. Comme sa mère. Thomas s'approcha de l'écran qui montrait la couveuse où les 3 minuscules chatons étaient emblottis l'un contre l'autre, leurs petits flancs se soulevant rapidement au rythme de leur respiration. Quand pensez-vous pouvoir les réunir? Si Lena continue à se stabiliser, peut-être demain. On introduira d'abord les 2 plus forts, puis le petit dernier si tout se passe bien. Étoile devra attendre encore un peu. Les femelles lynx peuvent être très protectrices envers leur nouveau-né, même vis-à-vis de leur progéniture précédente. Thomas lui raconta ensuite le briefing à la gendarmerie, partageant les informations sur les suspects identifiés et les inquiétantes découvertes concernant leur surveillance potentielle du centre. Claire pâlit visiblement à cette nouvelle. « Tu penses qu'il pourrait tenter quelque chose ici? Je ne veux pas prendre de risques. J'ai demandé à Julien et 2 autres gardes de renforcer la sécurité. Personne n'entre ou ne sort sans identification formelle. » Il hésita un instant, puis ajouta « Il y a autre chose qui me préoccupe. L'idée qu'ils aient pu obtenir des informations confidentielles sur nos programmes de réintroduction. » Claire le regarda intensément, comprenant immédiatement l'implication. Une fuite interne? Qui aurait accès à ce type d'informations? Trop de monde, malheureusement. L'ensemble du personnel du parc, certains chercheurs associés et des représentants du ministère. Thomas soupira, passant une main fatiguée sur son visage. J'ai du mal à imaginer qu'un de nos collègues puisse être impliqué dans quelque chose d'aussi odieux. Claire posa une main réconfortante sur son bras. La plupart des gens qui travaillent dans la conservation le font par passion et conviction, mais l'argent peut parfois corrompre même les meilleures intentions. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Sophie, tenant dans ses mains une tablette avec les derniers résultats d'analyse sanguine de Lena. « Les marqueurs d'infection sont en baisse », annonça-t-elle avec satisfaction. « Les antibiotiques font effet. Et sa numération sanguine remonte lentement. La transfusion a aidé. » Elle remarqua l'expression sombre de Thomas. « Des nouvelles de l'enquête ?» Il lui résuma brièvement la situation, y compris les inquiétudes concernant la sécurité du centre. Sophie l'écouta attentivement, son expression professionnelle masquant ses émotions. Mais la tension dans sa posture trahissait son inquiétude. « Je vais renforcer nos protocoles de sécurité, dit-elle finalement. Accès restreint aux zones sensibles, double vérification des identités pour tous les visiteurs extérieurs. » Elle se tourna vers Claire. « Et je veux que personne ne travaille seul, surtout pendant les gardes de nuit. Toujours par équipe de 2, minimum. » Thomas acquiesça, reconnaissant pour la rapidité avec laquelle Sophie saisissait et réagissait à la situation. C'était une des qualités qui faisait d'elle une directrice exceptionnelle. Cette capacité à adapter instantanément les protocoles face à une menace émergente. « Je dois organiser les équipes pour l'inspection des sentiers, dit-il. On commence à l'aube demain. Plus vite nous aurons retiré tous les pièges, moins nos animaux seront en danger. » Avant de partir, il s'arrêta devant la vitre qui permettait d'observer Lena dans son enclos de convalescence. La femelle lynx était allongée sur le côté, ses yeux mi-clos dans un état de veille tranquille. Malgré la cicatrice fraîche sur son abdomen et les perfusions qui la rattachaient encore aux moniteurs médicaux, elle dégageait une dignité sauvage intacte, cette essence indomptable qui faisait des lynx des créatures si fascinantes. « Elle se bat pour sa famille », murmura Thomas, autant pour lui-même que pour ses collègues. « Nous nous battrons pour elle. » Dans le couloir, il croisa Mathieu qui revenait de l'enclos d'étoiles avec un rapport d'observation sous le bras. « Comment va notre jeune patient ?» demanda Thomas. « Impatient, » répondit Mathieu avec un sourire. Sa patte cicatrise bien, mais il tourne en rond dans son enclos. Il sent que sa mère est proche et ça le rend nerveux de ne pas pouvoir la rejoindre.
Thomas pouvait comprendre cette frustration. Comme Étoile, il ressentait ce besoin impérieux d'agir, de protéger, de réparer les torts causés à ces créatures innocentes. Dehors, le soleil commençait sa descente derrière les cimes des arbres, baignant la forêt d'une lumière dorée. Quelque part dans ces bois, les braconniers préparaient peut-être déjà leur prochain coup. Et quelque part, peut-être plus près qu'ils ne le pensaient, se trouvait celui ou celle qui trahissait leur mission de protection. Cette nuit, Thomas dormirait peu. Mais demain, la traque commencerait véritablement. L'aube n'était qu'une promesse pâle à l'horizon lorsque Thomas réunit son équipe à l'orée de la forêt. Une vingtaine de gardes forestiers et volontaires s'étaient rassemblés, visages graves et déterminés dans la lumière bleutée du petit matin. Marc, Julien et 4 autres gardes expérimentés seraient les chefs de groupe, chacun responsable d'un secteur précis de la forêt. « Vous connaissez tout l'enjeu », commença Thomas, sa voix portant clairement dans l'air frais. « Chaque piège que nous trouvons est potentiellement une vie sauvée. Soyez méthodiques, soyez prudents. Ces dispositifs sont conçus pour être discrets, et certains peuvent être dangereux même pour nous. » Il déploya une carte sur le capot de son véhicule, montrant les zones déjà inspectées et celles qui restaient à couvrir. « Nous procéderons en formation serrée, personne ne s'isole. Si vous repérez un piège, ne tentez pas de le désarmer vous-même. Marquez l'emplacement et appelez un chef d'équipe. » Julien distribua des équipements de communication et des balises GPS. « Synchronisez vos appareils maintenant. Et n'oubliez pas, photos de chaque piège découvert avec géolocalisation précise. Tout cela servira de preuve. » Alors que les groupes se préparaient à partir, Thomas remarqua un visage qu'il ne s'attendait pas à voir. Claire, emmitouflée dans une veste de terrain, un sac à dos médical sur les épaules. « Tu devrais être au centre, » dit-il surpris. « Léna et les petits. »« Sophie et Mathieu s'en occupent, » répondit-elle avec un sourire fatigué mais déterminé. « Et Antoine est de garde. Je ne pouvais pas rester là-bas à attendre pendant que vous êtes tous ici. » Thomas comprit sans qu'elle ait besoin d'ajouter quoi que ce soit. Pour Claire comme pour lui, cette mission était devenue personnelle. Ces animaux qu'ils avaient sauvés, ces vies qu'ils avaient tenues entre leurs mains, ils étaient liés à eux par un engagement qui dépassait le simple devoir professionnel. « Tu viens avec mon groupe alors ?» dit-il simplement. « On prend le secteur nord, là où on a trouvé Léna. » Les équipes se dispersèrent dans la forêt qui s'éveillait lentement. Le chant des oiseaux s'intensifiait avec la lumière croissante, créant un contraste presque douloureux avec la gravité de leur mission. La beauté paisible de la nature semblait narguer la cruauté humaine qu'ils étaient venus combattre. Pendant les premières heures, ils progressèrent lentement, scrutant chaque sentier, chaque passage naturel susceptible d'être emprunté par les animaux. Claire marchait aux côtés de Thomas, ses yeux exercés, repérant les moindres anomalies dans le sous-bois. « Là », dit-elle soudain, s'arrêtant net et pointant vers un buisson dont quelques branches semblaient anormalement écartées. Thomas s'approcha avec précaution, signalant aux autres de rester en retrait. Ce qu'il découvrit confirma les craintes de Claire, un piège à mâchoire artisanalement modifié, dissimulé sous une fine couche de feuilles mortes. « Bien vu », murmura-t-il, photographiant méticuleusement le dispositif avant de le désarmer avec des gestes experts. « C'est du travail professionnel, ressort renforcé, mâchoire limée, pour trancher plutôt qu'écraser. » Claire frissonna malgré la chaleur croissante de la matinée, conçue pour amputer proprement, sans trop endommager la fourrure ou les autres. Partie valorisable. Au fil de la matinée, leur groupe découvrit 7 pièges supplémentaires, collets, trappes et même un dispositif sophistiqué à déclenchement électronique qui pouvait être activé à distance. Chaque découverte renforçait leur conviction. Ils n'avaient pas affaire à des braconniers opportunistes, mais à un réseau organisé disposant de moyens techniques et financiers significatifs.
Thomas. La voix de Julien crépita dans la radio. On a quelque chose d'important dans le secteur Est. Tu devrais venir voir ça. 20 minutes plus tard, Thomas et Claire rejoignaient le groupe de Julien près d'une petite clairière bien dissimulée. Ce qu'ils y découvrirent les laissa momentanément sans voix, une cache soigneusement camouflée sous un amas de branches et de feuillages contenait un équipement sophistiqué, caméra de surveillance autonome, récepteur radio capable d'intercepter les fréquences utilisées par les colliers émetteurs des animaux suivis et même un ordinateur portable durci logé dans un caisson étanche. « C'est comme ça qu'ils les localisent », murmura Julien. « Ils piratent nos propres systèmes de suivi. » Thomas sentit un mélange de colère et de soulagement. Colère face à l'ingéniosité perverse déployée pour traquer ces animaux protégés, mais aussi soulagement. Cette découverte suggérait que l'hypothèse d'une taupe interne n'était peut-être pas nécessaire pour expliquer la précision des braconniers. « Ne touchez à rien », ordonna-t-il. « Je contacte Moreau immédiatement. Il nous faut des techniciens spécialisés pour analyser tout ça. » Pendant que Thomas passait son appel, Claire examinait les alentours avec attention. Son regard fut attiré par des marques fraîches sur le sol, des empreintes de bottes, certainement, mais aussi autre chose. « Thomas », appela-t-elle doucement, « regarde ça. » Elle pointait vers un petit espace dégagé où la terre molle avait conservé des empreintes distinctes, celles d'un grand félin, probablement un lynx adulte, et à côté, les traces plus petites d'un jeune animal. « Ce pourrait être Léna et Étoile, » dit Claire, son visage s'assombrissant. « Ces traces sont récentes, peut-être d'avant leur piégeage. » Thomas s'agenouilla pour examiner les empreintes, ce qui signifie qu'il les suivait déjà, probablement depuis un moment. Cette réalisation rendait leur découverte encore plus sinistre. Les braconniers n'avaient pas simplement posé des pièges au hasard, ils avaient délibérément traqué cette famille de lynx, peut-être attirés par la perspective de capturer à la fois une femelle gestante et son petit de l'année précédente. Le lieutenant Moreau arriva rapidement avec une équipe technique qui commença à documenter et analyser la cache d'équipement. En parallèle, les autres groupes continuaient leur progression méthodique à travers la forêt, signalant régulièrement la découverte de nouveaux pièges. 23 au total pour l'instant, annonça Marc lors du point de situation de midi, concentré principalement autour des zones fréquentées par les lynx et les loups réintroduits. Thomas hocha gravement la tête. « On continue jusqu'au coucher du soleil. Je veux que chaque centimètre carré de cette forêt soit inspecté. » Alors que les équipes se préparaient à reprendre leur travail après une brève pause, le téléphone de Claire sonna. Son expression passa rapidement de la surprise à l'inquiétude. « C'est Sophie, » dit-elle à Thomas après avoir raccroché. « Léna montre des signes d'agitation. Elle a refusé de s'alimenter et semble chercher quelque chose, ou quelqu'un. »« Étoile » suggéra Thomas. « Possible. Sophie pense qu'il serait peut-être temps de tenter une réunion contrôlée, malgré les risques. » Thomas hésita, partagé entre le devoir de poursuivre l'opération de recherche des pièges et son inquiétude pour les lynx qu'ils avaient sauvés. « Vas-y, » décida-t-il finalement. « Je coordonnerai les équipes ici. Tiens-moi au courant. » Claire hocha la tête, reconnaissante. « Je t'appellerai dès que j'en saurai plus. » Le reste de la journée passa dans une tension continue. Les équipes de recherche continuèrent à découvrir des pièges, portant le total à 37, un nombre alarmant qui confirmait l'ampleur de l'opération de braconnage. Parallèlement, les techniciens analysaient l'équipement électronique saisi, espérant y trouver des indices sur l'identité des braconniers et leurs éventuels complices. Au centre de soins, Claire retrouva une ambiance tendue. Sophie et Mathieu observaient Léna à travers la vitre de surveillance, leurs expressions reflétant leurs préoccupations. « Elle n'a pas touché à la nourriture depuis ce matin », expliqua Sophie. « Et elle gratte constamment à la porte qui mène à l'enclos d'Étoile. » Les 3 chatons étaient toujours dans leur couveuse spéciale,
le plus petit montrant des signes encourageants de renforcement. « Tu penses qu'elle est prête à les accepter ?» demanda Claire, observant attentivement le comportement de la femelle lynx. « Physiologiquement, c'est risqué sitôt après une césarienne, admit Sophie. Mais psychologiquement, je crains que la séparation prolongée ne cause un stress qui pourrait compromettre sa guérison. » Claire réfléchit intensément, pesant les risques et les bénéfices potentiels. « Commençons par réunir Léna et Étoile, suggéra-t-elle finalement. Si cette réunion se passe bien, nous pourrons envisager d'introduire les chatons. » La réunion fut organisée avec une précaution extrême. Des barrières amovibles furent installées entre les enclos pour permettre un contact visuel et olfactif initial, sans risque d'agression. Étoile, dont la patte blessée était maintenant protégée par un bandage plus léger, semblait sentir l'importance du moment, ses oreilles dressées en alerte et ses narines frémissantes. Lorsque la première barrière fut partiellement ouverte, Léna s'approcha immédiatement, émettant un son doux, presque plaintif. Étoile répondit par un miaulement aigu qui fit frémir Claire d'émotion, le son d'un petit appelant sa mère. Ce qui suivit fut un moment que Claire savait qu'elle n'oublierait jamais. Léna, malgré sa blessure récente, se pressa contre la barrière, cherchant à atteindre son petit. Étoile, avec une prudence touchante, s'approcha lentement, reniflant intensément avant de se frotter contre la grille. « C'est bon, » murmura Sophie. « Ouvrez complètement. » La barrière fut complètement ouverte, créant un passage entre les deux enclos. Il y eut un moment de suspension comme si le temps lui-même retenait son souffle. Puis Étoile fit un pas hésitant vers sa mère, son instinct combattant visiblement avec sa prudence naturelle. Léna émit un son grave, un ronronnement profond qui semblait transcender le langage pour communiquer quelque chose de plus fondamental: sécurité, appartenance, amour. Cette vibration sembla dissiper les dernières réticences d'Étoile, qui s'avança plus résolument. Les trois soignants observaient la scène, figés, conscients qu'ils assistaient à quelque chose de rare et précieux. Dans le monde sauvage, ces moments d'intimité familiale restaient invisibles aux yeux humains, se déroulant dans le secret des tanières et des recoins isolés de la forêt. Quand Étoile atteignit enfin sa mère, Léna l'accueillit avec une délicatesse surprenante pour un prédateur de sa taille. Sa langue rugueuse parcourut méticuleusement le pelage de son petit, s'attardant sur la patte blessée avec une attention particulière. « C'est incroyable », chuchota Mathieu, craignant presque de rompre la magie de l'instant. « Elle inspecte sa blessure, comme si elle voulait évaluer les soins que nous avons prodigués. » Claire hocha la tête, émue au-delà des mots. « Elle reconnaît notre intervention. Regarde comment elle accepte le bandage, sans chercher à le retirer. » Pendant de longues minutes, mère et fils se redécouvrirent, leur corps exprimant ce que les mots ne pouvaient dire. Étoile s'était blottie contre le flanc de sa mère, sa petite tête reposant contre son cou, tandis que Léna continuait son rituel de toilettage, affirmant à la fois son lien maternel et sa protection. « Je pense qu'on peut passer à l'étape suivante, » suggéra doucement Sophie. Elle est calme, réceptive. C'est le moment idéal pour introduire les chatons. Claire hésita. « Tu es sûre que c'est sans danger? Physiologiquement, elle est encore très affaiblie. Le stress de la séparation pourrait être plus dommageable que l'effort physique, » répondit Sophie. « Et regarde-la, elle cherche ses petits. Elle sait qu'ils existent, qu'ils sont nés. » La décision fut prise avec cette prudence qui caractérisait toutes leurs interventions auprès de ces animaux sauvages. Les deux chatons les plus forts furent préparés pour la rencontre, tandis que le plus petit, encore trop fragile, resterait sous surveillance constante dans sa couveuse. Mathieu transporta les deux minuscules créatures dans un panier spécialement conçu.
maintenant leur température corporelle à un niveau optimal. La procédure prévoyait une approche progressive. D'abord permettre à Léna de sentir ses petits sans contact direct, puis, si sa réaction était positive, placer les chatons près d'elle, sous surveillance étroite. Quand le panier fut présenté à l'entrée de l'enclos, la réaction de Léna fut instantanée. Ses oreilles se dressèrent brusquement, ses narines frémirent, et un son étrange, quelque part entre le grognement et le gémissement, s'échappa de sa gorge. « C'est un appel maternel », expliqua Claire à voix basse. « Elle les reconnaît. » Mathieu s'avança avec une lenteur délibérée, le panier soigneusement tenu à hauteur des yeux de Léna. Étoile, curieux, s'était légèrement écarté pour observer ce nouvel élément dans son environnement. « Tout va bien », murmurait continuellement Sophie, autant pour rassurer ses collègues que pour maintenir une ambiance calme. Elle sait ce que c'est, elle est prête. Avec des gestes d'une douceur infinie, Mathieu déposa le panier ouvert à une courte distance de Léna, permettant aux chatons d'être visibles mais pas immédiatement accessibles. Les minuscules félins s'agitaient faiblement, leurs yeux encore fermés, guidés uniquement par l'odeur et la chaleur. Léna s'étira le cou, reniflant l'air avec intensité. Puis, avec une détermination évidente, elle se redressa légèrement, ignorant visiblement la douleur de son incision récente, et se traîna vers le panier. « Laissez-la faire », chuchota Sophie quand Mathieu fit un geste pour rapprocher le panier. Elle doit accomplir ce geste elle-même. L'effort semblait considérable pour la femelle lynx encore affaiblie, mais quelque chose de plus puissant que la douleur la poussait. Cet instinct maternel, primordial et impérieux, qui transcendait sa condition physique. Quand elle atteignit enfin le panier, Léna plongea son museau à l'intérieur, inspirant profondément l'odeur de ses petits. Puis, avec une délicatesse qui contrastait avec sa nature de prédateur, elle saisit le premier chaton par la peau du cou et le transporta jusqu'à l'endroit où elle s'était installée avec Étoile. Le second chaton suivit bientôt le même chemin, manipulé avec la même précision instinctive. Une fois ces deux petits installés contre son ventre, Léna s'allongea, offrant l'accès à ses mamelles. Les chatons, guidés par leur instinct et l'odeur du lait, commencèrent à téter faiblement. Étoile observait la scène avec une curiosité évidente, s'approchant prudemment pour renifler ces nouveaux membres de sa famille. Léna le laissa faire, tout en gardant un œil vigilant sur ses interactions. « C'est mieux que tout ce qu'on aurait pu espérer », murmura Claire, consciente d'assister à un petit miracle. La famille est réunie. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, Thomas continuait de coordonner les recherches de pièges dans la forêt. Le soleil commençait sa descente vers l'horizon, baignant les sous-bois d'une lumière dorée qui contrastait avec la gravité de leur mission. Son téléphone vibra. Un message de Claire, accompagné d'une photo qui le fit s'arrêter net. L'image montrait Léna allongée paisiblement, Étoile blottie contre son flanc et deux minuscules chatons tétant à ses mamelles. Le texte disait simplement « La famille est réunie, tout va bien ». Un sourire involontaire étira ses lèvres, premier moment de joie pure depuis le début de cette éprouvante aventure. Il montra la photo à Marc et Julien qui s'étaient arrêtés à ses côtés. « Ça, c'est pourquoi on fait ce boulot », dit simplement Marc, exprimant ce que tous ressentaient. Mais leur moment de répit fut de courte durée. La radio de Thomas grésilla, la voix du lieutenant Moreau coupant net leur contemplation. « Mercier, on a du nouveau. L'analyse préliminaire de l'ordinateur trouvé dans la cache a révélé des coordonnées pour une livraison prévue ce soir, près du vieil hangar forestier de Reclose. » Thomas sentit son corps se tendre instantanément, l'adrénaline remplaçant la fatigue accumulée. « On se prépare pour une intervention ?» Affirmatif. Briefing dans 30 minutes au poste mobile. Ramenez vos équipes. Le poste mobile était en réalité un camion spécialement aménagé que les gendarmes avaient installé à la lisière de la forêt,
servant de centre de commandement pour l'opération. Quand Thomas y arriva avec Marc et Julien, plusieurs véhicules de la gendarmerie et de l'Office français de la biodiversité étaient déjà stationnés autour. À l'intérieur, Moreau avait déployé une carte détaillée de la zone. Une douzaine d'hommes et de femmes en uniforme attendaient, visage tendu par l'anticipation. « Voici ce que nous savons », commença Moreau sans préambule. L'ordinateur contenait des messages cryptés concernant une transaction prévue à 22 heures ce soir. Le lieu est un ancien hangar forestier désaffecté situé ici. Elle pointa un endroit sur la carte, à environ 8 km de notre position actuelle. Elle fit défiler des images sur un écran mural, des photos aériennes du hangar et de ses environs immédiats. Nous pensons que Fournier et Garnier doivent y rencontrer un acheteur, probablement un intermédiaire du marché noir d'espèces protégées. Notre objectif est de les prendre sur le fait, avec les preuves de leur trafic. Thomas étudia attentivement les photos. Le hangar était isolé, entouré de forêts denses sur 3 côtés, avec une seule route d'accès. Un endroit parfait pour une transaction clandestine, mais aussi un lieu facile à surveiller et à encercler. « Quel est le plan ?» demanda-t-il. « Nous allons établir un périmètre à distance, hors de vue. 3 équipes, une sur la route d'accès, une dans les bois au nord et une à l'est. Nous laisserons la transaction s'engager pour obtenir les preuves nécessaires, puis intervention simultanée des 3 côtés. » Elle se tourna vers Thomas. « Mercier, vous connaissez mieux que quiconque les habitudes de ces animaux et ce qu'ils recherchent comme partie. J'aimerais que vous soyez avec moi dans l'équipe principale pour identifier immédiatement ce que nous trouverons. » Thomas acquiesça gravement. Cette perspective lui répugnait, voir de ses yeux les produits de ce trafic odieux, mais il comprenait la nécessité de son expertise. Marc et Julien peuvent diriger les autres gardes pour maintenir la surveillance des secteurs que nous n'avons pas encore inspectés, suggéra-t-il. Il pourrait y avoir d'autres animaux en danger pendant que nous nous concentrons sur cette opération. Moreau approuva cette suggestion d'un hochement de tête. Les responsabilités furent rapidement distribuées, l'équipement vérifié, les derniers détails du plan d'intervention affinés. Alors que le soleil disparaissait complètement derrière l'horizon, Thomas envoya un message à Claire. « Opération en cours ce soir, possible arrestation des braconniers. Prenez soin de notre famille de félins. » Sa réponse arriva presque immédiatement. « Sois prudent, il te regarde. » Accompagné d'une nouvelle photo, Léna et ses petits, semblant fixer l'objectif avec une intensité presque humaine. La nuit avait complètement enveloppé la forêt, transformant les arbres en silhouettes spectrales dans l'obscurité. Thomas, vêtu d'un équipement sombre et d'un gilet pare-balles, était allongé dans les fourrés, ses jumelles à vision nocturne braquées sur le hangar à une centaine de mètres devant lui. À ses côtés, le lieutenant Moreau et 2 gendarmes du GIGN attendaient dans un silence tendu, leur respiration formant de petits nuages de condensation dans l'air frais de la nuit. « Toujours rien », murmura Thomas après avoir scanné une nouvelle fois le périmètre. Moreau consulta sa montre. « Il est 21h45. S'ils respectent l'horaire indiqué dans leur message, ils ne devraient plus tarder. » Comme pour confirmer ses paroles, le craquement caractéristique de pneus sur des graviers se fit entendre, suivi par la lueur faible de phares approchant, soigneusement masqués pour n'éclairer que le minimum nécessaire. « Équipe Alpha en position », grésilla la radio à volume minimal. « Véhicule en approche, probablement un 4x4, 2 occupants visibles. » Thomas ajusta ses jumelles, observant le véhicule qui s'arrêtait à une vingtaine de mètres du hangar. 2 silhouettes en descendirent, l'une massive et l'autre plus élancée. Même sans voir leur visage, il reconnut instantanément les démarches caractéristiques de Fournier et Garnier. « Ce sont eux », confirma-t-il à voix basse. Les 2 braconniers s'avancèrent vers le hangar, Fournier portant ce qui semblait être une glacière de taille moyenne,
tandis que Garnier scrutait nerveusement les alentours, une main posée sur ce qui devait être une arme dissimulée sous sa veste. « Ils sont armés », signala Moreau dans sa radio. « Restez en position jusqu'à mon signal. » Une tension palpable s'installa alors que les deux hommes pénétraient dans le hangar, dont l'intérieur était faiblement éclairé par ce qui semblait être une lampe à pétrole ou une lanterne. Les minutes s'écoulèrent avec une lenteur exaspérante, chaque seconde étirant les nerfs des observateurs cachés. « Où est l'acheteur ?» chuchota l'un des gendarmes après 10 minutes d'attente. Comme en réponse à sa question, de nouveaux phares apparurent, approchant par le même chemin que le premier véhicule. Cette fois, il s'agissait d'une berline haut de gamme aux vitres teintées, qui s'immobilisa à bonne distance du 4x4 des braconniers. Un homme en sortit, grand et mince, vêtu d'un costume sombre, qui paraissait incongru dans ce décor forestier. Il fut suivi par un second individu plus trapu, visiblement un garde du corps qui balaya l'obscurité du regard avant de faire un signe à son employeur. « Équipe Charlie, identification ?» demanda Moreau dans sa radio. « Plaque d'immatriculation diplomatique », vint la réponse après quelques secondes. « Véhicule enregistré auprès de l'ambassade de pays asiatiques. » Thomas sentit un frisson parcourir son échine. Cette information confirmait leurs soupçons sur la destination finale des produits du braconnage, un marché asiatique où certaines parties d'animaux sauvages atteignaient des prix astronomiques, alimentés par des superstitions et des pratiques de médecine traditionnelle sans fondement scientifique. Les nouveaux arrivants entrèrent à leur tour dans le hangar. Le moment était venu de se rapprocher pour entendre ce qui se disait et surtout pour documenter la transaction qui allait avoir lieu. Sur un signe de Moreau, leur équipe commença à se déplacer silencieusement vers le bâtiment, rampant à travers les fourrés jusqu'à atteindre le mur arrière du hangar. Une fenêtre crasseuse, partiellement cassée, leur offrait un angle de vue partiel sur l'intérieur et, plus important encore, leur permettait d'entendre la conversation. « Qualité exceptionnelle », disait Fournier, sa voix rocailleuse facilement identifiable. Une femelle en pleine force de l'âge, avec des chatons en gestation, les organes sont parfaitement préservés, comme vous l'aviez demandé. Thomas sentit sa gorge se nouer. Il parlait d'un lynx, peut-être une autre femelle que Léna, qui n'aurait pas eu la chance d'être secourue à temps. « Je veux voir la marchandise avant de discuter du prix », répondit l'homme en costume, son français impeccable teinté d'un léger accent. Un bruit de fermeture éclair, puis le silence. Thomas se contorsionna pour apercevoir ce qui se passait à l'intérieur. Fournier avait ouvert la glacière et en sortait plusieurs contenants transparents, remplis de liquides de conservation, dans lesquels flottaient des formes organiques que Thomas reconnut avec un haut-le-cœur, des organes prélevés sur des animaux sauvages. Foie, rate, cœur, énumérait Fournier comme un boucher présentant ses meilleures pièces. Et ceci, il sortit un contenant plus petit, les glandes endocrines que vous recherchiez spécifiquement. L'acheteur examina attentivement chaque contenant, sa satisfaction visible même à distance, les griffes et les dents. Garnier s'avança, déposant sur la table improvisée un petit coffret en bois qu'il ouvrit cérémonieusement. À l'intérieur, soigneusement disposés, se trouvaient les griffes et les canines d'au moins 2 grands félins. « Nous avons eu un bonus », expliqua Garnier avec un sourire mauvais qui fit frémir Thomas. « Un jeune spécimen d'environ 1 an. Ces griffes sont particulièrement prisées, je crois, pour leur pureté. » Thomas dut faire appel à toute sa maîtrise de soi pour ne pas bondir immédiatement. Ces monstres parlaient de leur travail avec la désinvolture de commerçants ordinaires, comme s'ils vendaient des légumes au marché plutôt que les restes mutilés d'espèces protégées. « C'est effectivement une belle prise », admit l'acheteur. « Mais j'ai appris quelque chose d'intéressant récemment. » Son ton avait changé, devenant plus froid, plus calculateur. « Il paraît que les autorités sont sur vos traces, qu'un de vos pièges a été découvert avec une femelle vivante et son petit.
Fournier et Garnier échangèrent un regard nerveux. Des rumeurs balaya Fournier d'un geste agacé. Rien qui doive vous inquiéter. Au contraire, insista l'acheteur. Cela m'inquiète beaucoup. Une attention accrue des autorités signifie des risques supplémentaires pour moi et mes clients. Cela dévalue votre marchandise. Thomas comprit que le moment approchait où la transaction allait soit se conclure, soit échouer. Dans les deux cas, ils avaient suffisamment de preuves pour procéder aux arrestations. Il jeta un regard à Moreau, qui hocha imperceptiblement la tête, prêt à donner le signal. « Le prix reste celui convenu », affirma Fournier, sa voix trahissant une tension croissante. « Nous prenons tous des risques. » L'acheteur sourit, un sourire froid qui n'atteignait pas ses yeux. « Justement, et pour compenser ce risque accru, je propose 70% du montant initial. » « C'est inacceptable, » s'emporta Garnier, sa main se dirigeant instinctivement vers son arme. Ce fut l'étincelle qui déclencha tout. Le garde du corps de l'acheteur dégaina instantanément, pointant son arme vers Garnier qui lui-même sortait un pistolet de sa ceinture. « Intervention, intervention !» ordonna Moreau dans sa radio, bondissant déjà vers l'entrée du hangar, suivi par Thomas et les gendarmes. Tout se passa très vite. Des cris, des ordres hurlés, le bruit des portes enfoncées simultanément par les trois équipes d'intervention. Thomas se retrouva à l'intérieur du hangar illuminé par les puissantes lampes tactiques des gendarmes, au milieu d'une scène figée dans une tension explosive. Garnier et le garde du corps se tenaient en joue mutuellement, tandis que Fournier et l'acheteur, surpris par l'irruption des forces de l'ordre, restaient pétrifiés près de la table où étaient exposées les preuves macabres de leur trafic. « Gendarmerie nationale, personne ne bouge, lâchez vos armes immédiatement. » La voix de Moreau résonna contre les murs métalliques du hangar. Pendant une fraction de seconde, Thomas crut que Garnier allait tirer. Ses yeux, dilatés par la peur et l'adrénaline, avaient cette lueur désespérée des hommes acculés. Mais finalement, comprenant l'inutilité de la résistance face à tant d'armes pointées sur lui, il laissa tomber son pistolet sur le sol avec un cliquetis métallique. Le garde du corps, également professionnel, déposa lentement son arme au sol, en gardant les mains bien visibles. « À genoux, main sur la tête », ordonna Moreau, tandis que ses hommes s'avançaient pour menotter les suspects. Thomas s'approcha de la table, documentant rapidement avec son appareil photo le contenu macabre de la glacière et du coffret. Chaque cliché était une preuve supplémentaire, chaque image un témoignage de la cruauté de ce trafic. « Thomas », l'appela doucement Moreau, après que les 4 hommes eurent été menottés et séparés pour les interrogatoires préliminaires. « Venez voir ça. » Elle tenait un téléphone portable, probablement celui de Fournier, et affichait une série de photos qui fit se glacer le sang de Thomas. Des images de Léna et Étoile prises quelques jours avant leur sauvetage. Des photos du centre de soins, clairement prises avec un téléobjectif puissant depuis la lisière de la forêt. Et plus troublant encore, des images de Thomas lui-même, de Claire et d'autres membres de l'équipe du parc, accompagnés de notes détaillant leurs horaires et habitudes. « Il vous surveillait », murmura Moreau. « Il savait exactement qui vous étiez et ce que vous faisiez. » Thomas sentit un frisson glacé parcourir son échine. La menace avait été plus proche, plus personnelle qu'il ne l'avait imaginé. Ces hommes n'étaient pas seulement des braconniers opportunistes. Ils avaient transformé leur activité illégale en une entreprise méthodique, traquant à la fois les animaux et ceux qui cherchaient à les protéger. « Il y a autre chose », ajouta Moreau, faisant défiler d'autres images. Des captures d'écran de mails internes au parc, des rapports confidentiels sur les zones de relâchés, des données qui ne devraient pas être entre leurs mains. La conclusion s'imposa d'elle-même, aussi inévitable que douloureuse. « Une taupe », murmura Thomas. « Quelqu'un nous trahit de l'intérieur. » Moreau hocha gravement la tête. «
Nous allons devoir étendre l'enquête. Ces arrestations ne sont que le début. Dehors, alors que les suspects étaient chargés dans les véhicules de la gendarmerie, Thomas s'isola un moment pour appeler Claire. Malgré l'heure tardive, elle décrocha immédiatement. « C'est fait », dit-il simplement. « Nous les avons arrêtés, eux et leurs acheteurs. » « Dieu merci », souffla Claire à l'autre bout de la ligne. « Tu vas bien ?»« Oui, mais... » Il hésita, incertain de vouloir partager cette information par téléphone. « Nous devons parler de certaines découvertes. Pas maintenant, mais dès que possible. » Le silence qui suivit lui indiqua que Claire avait parfaitement compris ce qu'il sous-entendait. « Je comprends, » dit-elle finalement. « Les petits vont bien. » Le troisième a même pu rejoindre sa mère il y a 1 heure. Ils forment maintenant une famille complète. Cette nouvelle, comme une bouffée d'air frais après l'atmosphère oppressante du hangar et de ses horreurs, rappela à Thomas pourquoi il menait ce combat, pour chaque animal sauvé, pour chaque vie préservée, pour le droit de ces créatures magnifiques à exister librement dans leur habitat naturel. « J'arrive dès que possible, » promit-il. « Garde un œil sur eux. » En raccrochant, Thomas jeta un dernier regard vers le hangar, maintenant brillamment éclairé par les projecteurs de la gendarmerie, scène de crime transformée en fourmilière d'activités policières. Une bataille avait été gagnée ce soir, mais la guerre contre le braconnage et le trafic d'espèces protégées était loin d'être terminée. Et quelque part, peut-être plus proche qu'il ne le pensait, se trouvait quelqu'un qui avait trahi non seulement une confiance professionnelle, mais aussi les idéaux mêmes qui fondaient leur mission de protection de la nature. L'aube pointait à peine lorsque Thomas franchit les portes du centre de soins de la faune sauvage. La nuit avait été longue, entre les interrogatoires préliminaires des suspects et la sécurisation des preuves. Fournier et Garnier avaient été placés en détention provisoire, tout comme l'acheteur étranger, malgré ses protestations concernant une prétendue immunité diplomatique. Le centre était silencieux à cette heure matinale, seuls quelques soignants de garde s'affairaient discrètement autour des enclos. Thomas trouva Claire endormie sur un fauteuil dans la salle d'observation, un dossier ouvert sur ses genoux et une tasse de café froid posée à ses pieds. Le moniteur devant elle montrait l'enclos de Lena où la famille de lynx se reposait paisiblement dans une alcôve aménagée. Thomas contempla un moment cette scène touchante. Lena allongée sur le côté, ses 3 minuscules chatons blottis contre son ventre, tandis qu'Étoile montait la garde à l'entrée de leur refuge, sa posture juvénile imitant déjà celle d'un mâle protecteur. Ce tableau de sérénité sauvage contrastait douloureusement avec les horreurs qu'il avait découvertes quelques heures plus tôt dans le hangar. « Thomas ?» La voix ensommeillée de Claire le tira de sa contemplation. Elle se redressa, frottant ses yeux rougis par la fatigue. « Quelle heure est-il ?»« À peine 6 heures. Tu devrais aller te reposer dans un vrai lit. » Elle secoua la tête, pleinement réveillée maintenant. « Plus tard. Raconte-moi d'abord. Vous les avez tous arrêtés ?» Thomas s'assit lourdement face à elle, l'épuisement s'abattant soudain sur ses épaules comme un manteau de plomb. En quelques phrases concises, il lui relata l'opération de la nuit, l'arrestation des braconniers et de leurs clients, les preuves macabres saisies dans le hangar. « Des lynx !» murmura Claire horrifiée. « Combien ? Au moins 3, d'après les parties retrouvées. Peut-être plus. Les experts forensiques analyseront tout ça aujourd'hui. » Claire ferma brièvement les yeux comme pour bloquer ces images insupportables. « Et tu as mentionné quelque chose au téléphone, quelque chose dont nous devions parler ?» Thomas jeta un regard circonspect autour d'eux, vérifiant qu'ils étaient bien seuls. « Nous avons trouvé des preuves. » Il sortit son téléphone et lui montra quelques photos qu'il avait prises de l'écran de celui de Fournier. Ils avaient accès à des informations internes, des rapports confidentiels, des calendriers de relâchés, même des échanges de mails entre membres de l'équipe. Claire pâlit visiblement,
Une taupe? Ici? Parmi nous? Ça semble inévitable. Ces informations n'étaient accessibles qu'à un cercle restreint de personnes. Un silence lourd s'installa entre eux, chargé d'une nouvelle anxiété. La confiance était le fondement de leur équipe, le ciment qui les unissait dans leur mission commune. L'idée que l'un des leurs puisse trahir cette confiance était aussi douloureuse qu'elle était déstabilisante. Qui pourrait? Commença Claire, mais Thomas l'interrompit d'un geste. Ne commençons pas à spéculer. Moreau a demandé la plus grande discrétion pendant l'enquête. Ils vont examiner les communications électroniques, les accès aux serveurs du parc, tout ce qui pourrait révéler qui a transmis ces informations. Claire acquiesça, mais son regard trahissait sa préoccupation. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? On continue notre travail. On prend soin de Léna et de sa famille, et on garde les yeux ouverts, sans montrer que nous savons. Comme pour appuyer ses paroles, un mouvement sur l'écran attira leur attention. Léna s'était redressée, alertée par un bruit hors champ. Quelques secondes plus tard, Sophie apparaissait dans l'enclos avec un plateau contenant la nourriture matinale de la lynx. « Elle arrive tôt », remarqua Thomas. « Elle est là depuis hier soir », expliqua Claire. « Elle a insisté pour rester et surveiller l'intégration du 3e chaton. » Ils observèrent en silence Sophie qui déposait délicatement des morceaux de viande fraîche à distance respectueuse de Léna. La femelle lynx, maintenant habituée à sa présence, l'observait sans hostilité apparente, mais restait protectrice, son corps souple formant une barrière entre l'humaine et ses petits. Elle leur a donné des noms, dit doucement Claire, un sourire attendri adoucissant ses traits fatigués. Les 3 chatons, Luna, Nova et le petit dernier. Celui qu'on a dû réanimer, elle l'a appelé Miracle. Thomas sourit malgré lui. Des noms appropriés. Sophie termina ses soins et rejoignit Thomas et Claire dans la salle d'observation, surprise de trouver le garde forestier déjà présent. « Thomas, je ne t'attendais pas si tôt. J'ai entendu dire que l'opération a été un succès. » Il hocha la tête, partageant les informations qu'il pouvait révéler sans compromettre l'enquête en cours. Sophie l'écouta attentivement, son expression professionnelle ne trahissant que momentanément son dégoût face aux détails du trafic. « Au moins, ces monstres sont derrière les barreaux maintenant, » conclut-elle, « et notre petite famille est en sécurité. » Elle se tourna vers le moniteur où Léna commençait à se nourrir tout en gardant un œil vigilant sur ses petits. Leur rétablissement est remarquable. La plaie chirurgicale de Léna cicatrise proprement, sans signe d'infection. Étoile a retiré lui-même son bandage hier soir. J'ai failli intervenir, mais il a procédé avec un soin presque chirurgical, nettoyant sa plaie qui est en bonne voie de guérison. « Quand pourront-ils être relâchés ?» demanda Thomas. Sophie réfléchit un instant. « Pour Étoile et Léna, je dirais quelques semaines, le temps que leurs conditions physiques soient optimales. Pour les chatons, c'est différent. Ils devront rester avec leur mère pendant près d'1 an, le temps d'apprendre toutes les techniques de survie. » Claire intervint. « Nous pourrions envisager un enclos de préparation au relâché dans une zone sécurisée de la forêt, un espace suffisamment grand pour que Léna puisse enseigner la chasse à ses petits, mais encore sous notre protection. » Thomas approuva cette idée. « Je connais l'endroit parfait, une clairière isolée près du ruisseau des Roches, facilement surveillable mais loin des sentiers touristiques. » Leur discussion fut interrompue par l'arrivée de Mathieu, qui semblait avoir couru jusqu'à la salle d'observation. « Vous devriez venir voir ça, » dit-il essoufflé. Dans le bureau de Sophie, les infos. Ils le suivirent rapidement jusqu'au bureau où une petite télévision diffusait les informations matinales. Le visage grave du présentateur accompagnait des images de l'opération de la nuit précédente, le hangar entouré de véhicules de gendarmerie, les suspects menottés escortés vers les fourgons et des plans plus distants de la marchandise saisie, soigneusement floutée pour le public.
Une opération d'envergure qui a permis de démanteler un réseau international de trafic d'espèces protégées, expliquait le journaliste. Selon nos informations, 4 personnes ont été placées en garde à vue, dont un diplomate étranger bénéficiant normalement d'une immunité, suspendu exceptionnellement par son pays d'origine face à la gravité des faits reprochés. La caméra montra ensuite le lieutenant Moreau qui faisait une brève déclaration devant un parterre de journalistes. Cette opération est le fruit d'un travail conjoint entre la Gendarmerie nationale, l'Office français de la biodiversité et les gardes forestiers du parc. L'enquête se poursuit pour identifier d'éventuels complices et d'autres réseaux similaires. Un frisson parcourut l'échine de Thomas. La médiatisation de l'affaire n'était pas nécessairement une bonne nouvelle pour leur enquête interne sur la taupe. Si le traître se sentait menacé, il pourrait soit tenter de faire disparaître des preuves, soit, pire encore, prendre des mesures désespérées. Comme en écho à ses pensées, le téléphone de Sophie sonna. Elle décrocha, écouta quelques instants, puis raccrocha avec une expression troublée. « C'était la sécurité à l'entrée », dit-elle. Ils ont trouvé des traces d'effraction sur la porte arrière du bâtiment administratif. Rien ne semble avoir été volé, mais... « Quand ?» demanda immédiatement Thomas. « Ils pensent cette nuit, pendant que la plupart d'entre nous étaient soit ici avec les lynx, soit impliqués dans l'opération. » Thomas et Claire échangèrent un regard lourd de signification. Quelqu'un avait profité de la confusion de la nuit pour s'introduire dans les locaux, peut-être pour récupérer des preuves compromettantes. « Je dois appeler Moreau », décida Thomas, « et nous devons vérifier si des fichiers ont été consultés ou modifiés sur le serveur. » Sophie acquiesça, déjà en train de démarrer son ordinateur. « Je vais demander un audit complet du système informatique. » Claire, quant à elle, resta silencieuse, son regard dérivant vers l'écran qui montrait toujours Léna et sa famille. Au milieu de ces trahisons et de cette corruption humaine, cette image de maternité sauvage et de protection inconditionnelle semblait offrir un rappel précieux des valeurs qui guidèrent leur mission. « Quoi qu'il arrive, dit-elle finalement, nous ne les laisserons pas tomber, ni eux, ni tous les autres animaux qui dépendent de notre protection. » Thomas hocha gravement la tête. La traque des braconniers s'était transformée en quelque chose de plus complexe et de plus personnel. Une quête pour préserver non seulement les animaux qu'ils chérissaient, mais aussi l'intégrité même de leur mission de conservation. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable au sein du centre. L'enquête sur l'effraction avançait discrètement, coordonnée par Moreau qui avait assigné 2 techniciens spécialisés en informatique pour analyser les serveurs du parc. En attendant leur conclusion, Thomas et Claire avaient convenu de maintenir une vigilance accrue mais discrète, évitant tout comportement qui pourrait alerter la taupe potentielle. Pendant ce temps, la famille de Lynx continuait son rétablissement remarquable. Léna avait pleinement investi son rôle maternel, nourrissant ses 3 chatons avec une assiduité touchante et guidant Étoile dans sa propre convalescence. La petite famille était devenue une source de joie et d'espoir pour toute l'équipe du centre, un rappel vivant de la raison pour laquelle ils accomplissaient ce travail exigeant jour après jour. Une semaine après l'arrestation des braconniers, Sophie convoqua une réunion d'équipe dans la salle de conférence principale. Le personnel au complet était présent, des vétérinaires aux soigneurs, en passant par les techniciens et les gardes forestiers. Thomas observa attentivement chaque visage, cherchant malgré lui des signes de nervosité ou de culpabilité, tout en se détestant pour cette suspicion envers des collègues qu'il considérait comme une seconde famille. « Merci à tous d'être venus », commença Sophie, son expression professionnelle masquant habilement les préoccupations que Thomas savait qu'elle partageait. « Comme vous le savez, l'opération contre les braconniers a été un succès, mais nous devons rester vigilants. L'enquête se poursuit et nous continuons à collaborer pleinement avec les autorités. » Elle marqua une pause, parcourant l'assemblée du regard. « Aujourd'hui, j'ai 2 annonces importantes. Premièrement,
Nous allons renforcer nos protocoles de sécurité. De nouvelles cartes d'accès seront distribuées et certaines zones sensibles nécessiteront désormais une double authentification. Des murmures parcoururent la salle, mais personne ne protesta ouvertement contre ces mesures. Deuxièmement, poursuivit Sophie, son visage s'éclairant légèrement, j'ai le plaisir de vous annoncer que le ministère a approuvé notre proposition d'enclos de pré-relâché pour la famille de Lena. Les travaux commenceront dès la semaine prochaine, près du ruisseau des Roches, comme l'avait suggéré Thomas. Cette nouvelle fut accueillie par des applaudissements enthousiastes. L'enclos représentait non seulement une étape cruciale dans la réhabilitation de la famille de Lynx, mais aussi un projet fédérateur pour l'équipe, quelque chose de positif sur lequel concentrer leur énergie collective au milieu de l'atmosphère de méfiance qui s'était insidieusement installée. Après la réunion, alors que les participants se dispersaient pour reprendre leurs activités, Thomas remarqua Antoine, l'un des assistants vétérinaires, qui s'attardait près du tableau d'affichage, consultant apparemment les plannings avec une attention inhabituelle. Lorsqu'il aperçut Thomas qui l'observait, Antoine détourna rapidement le regard et s'éloigna d'un pas qui semblait délibérément mesuré. Thomas nota mentalement ce comportement, sans toutefois tirer de conclusions hâtives. La suspicion pouvait facilement devenir toxique, transformant des gestes innocents en signes de culpabilité supposée. Thomas, la voix de Moreau le tira de ses pensées. Le lieutenant se tenait dans l'embrasure de la porte, lui faisant signe de la suivre. Ils s'isolèrent dans un bureau vide, où Moreau sortit une tablette de sa sacoche. Les techniciens ont terminé l'analyse préliminaire des serveurs, expliqua-t-elle. Et nous avons des résultats intéressants. Elle fit défiler plusieurs écrans de données techniques que Thomas ne comprenait qu'à moitié. En résumé, quelqu'un a régulièrement extrait des informations confidentielles depuis environ 6 mois. Calendrier de relâché, coordonnées GPS des zones de suivi, rapport vétérinaire détaillant les marquages distinctifs des animaux. « Avez-vous identifié qui ?» demanda Thomas, sentant son cœur s'accélérer. Moreau soupira. « Pas définitivement. La personne était prudente, utilisant différents terminaux et parfois des connexions externes. Mais nous avons réduit les suspects possibles à 3 personnes qui avaient à la fois l'accès nécessaire et se trouvaient physiquement présentes lors de chaque extraction de données. » Elle fit apparaître 3 dossiers sur l'écran. Thomas reconnut Antoine, l'assistant vétérinaire qu'il venait d'observer, mais aussi Julien, l'un de ses plus proches collaborateurs parmi les gardes forestiers, et, plus troublant encore, Mathieu, le jeune vétérinaire qui avait participé aux soins d'Étoile et montré tant de dévouement. « Je n'arrive pas à y croire, » murmura Thomas. « Julien est avec nous depuis 10 ans, et Mathieu, il a passé des nuits entières à veiller sur ses lynx. »« L'argent peut corrompre même les meilleures personnes, » répondit sobrement Moreau. « Le trafic d'espèces protégées génère des sommes considérables, mais ne tirons pas de conclusions hâtives. Nous allons surveiller discrètement ces 3 personnes et rassembler des preuves concrètes avant d'agir. » Thomas acquiesça, mais un poids s'était installé dans sa poitrine. La trahison était toujours douloureuse, mais quand elle venait de personnes en qui on avait placé sa confiance, avec qui on avait partagé un idéal, elle prenait une dimension particulièrement amère. « Que puis-je faire ?» demanda-t-il finalement. « Continuez votre travail normalement. Nous avons placé des logiciels de surveillance sur leurs ordinateurs et leurs téléphones professionnels. Si l'un d'eux tente de contacter d'autres membres du réseau de braconnage, nous le saurons. » Thomas retourna vers le secteur des enclos, l'esprit encombré de ces nouvelles informations. Il trouva Claire en train d'observer Lena et sa famille à travers la vitre de surveillance. La lynx était en train de toiletter méticuleusement ses chatons, s'attardant particulièrement sur le plus petit, Miracle, qui semblait gagner en vigueur chaque jour. « Ils sont prêts pour une évaluation en milieu semi-naturel, » dit Claire sans se retourner, ayant reconnu les pas de Thomas. « L'enclos de pré-relâché arrivera juste à temps. » Thomas s'approcha de la vitre,
observant la scène paisible qui contrastait si vivement avec le tumulte de ses pensées. « J'ai parlé avec Moreau », dit-il à voix basse. « Ils ont identifié 3 suspects potentiels. » Claire se raidit imperceptiblement, mais garda son regard fixé sur les lynx. « Qui ?» Il lui communiqua les noms, observant sa réaction du coin de l'œil. Son visage resta impassible, mais ses mains se crispèrent légèrement. « Julien, » murmura-t-elle, « j'ai du mal à y croire. »« Moi aussi, mais les données informatiques ne mentent pas. L'un d'eux nous a trahis. » Un silence s'installa entre eux, uniquement rompu par le son feutré du système de ventilation et les occasionnels miaulements des chatons. « Le pire, » reprit finalement Thomas, « c'est que je ne peux m'empêcher de repenser à tous nos moments partagés, à chercher des signes que j'aurais manqués. Julien qui propose toujours de faire les patrouilles nocturnes seul, Mathieu qui pose parfois des questions très précises sur les itinéraires de relâchés, Antoine qui s'attarde souvent après les heures de travail. » Claire posa une main apaisante sur son bras. « Ne te torture pas. Les traîtres sont doués pour dissimuler leur véritable nature. C'est ce qui les rend si dangereux. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Julien lui-même, qui semblait légèrement essoufflé. « Thomas, tu devrais venir voir ça. Les ouvriers qui préparent le terrain pour l'enclos de pré-relâchés ont trouvé quelque chose d'étrange. »« Étrange comment ?» demanda Thomas, soudain en alerte. « Des traces de passage récentes, et ce qui ressemble à des restes de matériel de surveillance, comme si quelqu'un avait observé la zone pendant un certain temps, puis retiré son équipement précipitamment. » Thomas et Claire échangèrent un regard lourd de sens. Si la zone prévue pour l'enclos avait été sous surveillance, cela signifiait que la taupe avait déjà anticipé leur plan et peut-être communiqué cette information aux braconniers encore en liberté. « J'arrive tout de suite, » décida Thomas. Puis, se tournant vers Claire, « Continue à superviser les préparatifs pour le transfert ici, et sois prudente. » Alors qu'il s'apprêtait à suivre Julien, son téléphone vibra. Un message de Moreau. « Activité suspecte détectée sur le téléphone d'un des suspects. Conversation cryptée en cours. Restez vigilant. » Thomas glissa son téléphone dans sa poche, son instinct de garde forestier soudain en alerte maximale. Il observa Julien qui l'attendait près de la porte, son expression impatiente paraissant soudain ambiguë. Était-ce l'impatience légitime d'un collègue dévoué, ou celle d'un traître guidant sa proie vers un piège? « Allons-y, » dit-il finalement, décidé à jouer le jeu jusqu'au bout. « Montre-moi ce que vous avez trouvé. » Le trajet jusqu'au site du futur enclos se déroula dans un silence tendu. Thomas conduisait, jetant occasionnellement des regards à Julien, assis à côté de lui. Son collègue de longue date semblait préoccupé, vérifiant fréquemment son téléphone, par nervosité ou pour guetter un message de complice. Thomas ne pouvait le déterminer avec certitude. « C'est juste après ce virage », indiqua Julien alors qu'il s'engageait sur une piste forestière étroite. Les ouvriers ont commencé à défricher la zone ce matin. Thomas gara le véhicule à l'orée d'une clairière où 3 hommes en tenue de travail s'affairaient à prendre des mesures. À leur arrivée, l'un d'eux s'approcha, tenant dans sa main gantée un petit appareil métallique. « Monsieur Mercier, on a trouvé ça et plusieurs autres similaires cachés dans les arbres autour du périmètre. » Thomas examina l'objet. Une mini-caméra de surveillance haute définition, du type utilisé pour l'observation de la faune, mais modifiée pour transmettre ces images à distance. Il la retourna et remarqua immédiatement que le numéro de série avait été délibérément effacé. « Il y en avait combien ?» demanda-t-il, sentant le regard de Julien peser sur lui. « 6 au total, formant un cercle parfait autour de la zone prévue pour l'enclos, » répondit l'ouvrier. « Et on a aussi trouvé ça. » Il tendit à Thomas un petit carnet de notes à moitié enterré, ses pages gondolées par l'humidité, mais encore lisibles. Thomas l'ouvrit précautionneusement. À l'intérieur, des notes manuscrites détaillaient des horaires de patrouille, des schémas de l'enclos projeté, et plus troublant encore,
Des observations sur Lena et sa famille, notamment leur comportement et particularités physiques qui les rendaient identifiables. « C'est bien ce que je craignais », murmura Thomas. Quelqu'un surveillait systématiquement la zone, anticipant nos projets. Il releva la tête et croisa le regard de Julien qui semblait étrangement calme, malgré la gravité de la découverte. « Qui était au courant pour cet emplacement précis ?» demanda Thomas, observant attentivement la réaction de son collègue. « Toi, moi, Claire, Sophie ?» Julien fit une pause. « Et Mathieu qui a participé à l'évaluation du terrain la semaine dernière ?» Thomas acquiesça lentement, son esprit analysant chaque détail. « Et Antoine? Il avait accès à cette information ?»« Pas directement, » répondit Julien, « mais il aurait pu la voir sur l'ordinateur de Sophie. Il l'aide souvent avec les rapports administratifs. » Un silence s'installa, rompu seulement par le bruit des ouvriers qui continuaient leur travail à distance respectueuse. Thomas s'apprêtait à suggérer qu'il rapporte ses découvertes à Moreau lorsque son téléphone vibra dans sa poche. Un nouveau message du lieutenant. « Suspect identifié, intervention en cours au centre. Revenez immédiatement. » Le cœur de Thomas fit un bond dans sa poitrine. Claire était restée au centre, potentiellement à proximité du traître démasqué. « Nous devons retourner au centre », annonça-t-il à Julien, s'efforçant de masquer son inquiétude. Moreau a du nouveau. Sur le chemin du retour, Thomas conduisait plus vite qu'à l'aller, son inquiétude grandissant à chaque kilomètre. À ses côtés, Julien restait silencieux, son regard fixé sur la route qui défilait. « Tu sais, » dit soudain Julien, rompant le silence, « je n'aurais jamais imaginé qu'un des nôtres puisse nous trahir ainsi. » Thomas lui jeta un regard rapide. « Moi non plus. C'est ce qui rend cette situation si difficile. » « L'argent, probablement, » poursuivit Julien, son ton soudain amer. « Toujours l'argent. On se tue à protéger ces animaux pour des salaires de misère pendant que certains se font des fortunes en les détruisant. » Cette remarque frappa Thomas par sa justesse et parce qu'elle révélait peut-être de la frustration accumulée par son collègue au fil des années. Était-ce là la fissure par laquelle la corruption s'était infiltrée? Ils arrivèrent au centre pour découvrir plusieurs véhicules de gendarmerie garés devant l'entrée principale. Thomas se précipita à l'intérieur, Julien sur ses talons. Dans le hall, Moreau dirigeait une équipe d'agents qui semblait sécuriser le bâtiment. « Où est Claire ?» demanda immédiatement Thomas. « Dans la salle de soins avec les lynx » répondit Moreau. « Elle va bien. Nous avons appréhendé le suspect il y a quelques minutes. » Thomas sentit un immense soulagement le traverser, immédiatement suivi par une question brûlante. « Qui ?»« Antoine Delorme » annonça Moreau. « Nous l'avons surpris en train d'effacer des données sur son ordinateur après avoir reçu un message crypté. Les preuves sont accablantes. Relevés bancaires montrant des versements suspects, communication avec des intermédiaires du réseau de braconnage, et même des photos des lynx qu'il avait prises lui-même pour identifier leurs caractéristiques distinctives. » Thomas sentit le regard de Julien sur lui, un mélange de soulagement et de colère contenue. « Il a parlé ?» demanda Thomas. « Pas encore officiellement, mais il s'est effondré dès que nous l'avons confronté aux preuves. Il semble qu'il ait commencé par hasard, des dettes de jeu, une opportunité qui s'est présentée, le schéma classique. » Thomas hocha la tête, sentant un mélange complexe d'émotions, soulagement que le traître soit identifié, colère face à la trahison, mais aussi une étrange forme de pitié pour un homme qui avait laissé ses faiblesses l'entraîner sur une pente aussi destructrice. « Et les lynx ?» demanda-t-il. « En sécurité » confirma Moreau. « Mais ce n'est pas tout. D'après les premières déclarations d'Antoine, il y aurait encore des braconniers en liberté qui connaissent l'existence de Lena et sa famille. Il les considère comme une cible prioritaire. » Cette information glaça le sang de Thomas. À cause de ce qu'il représente, une capture manquée,
un symbole de notre résistance contre leur trafic. Exactement, c'est pourquoi nous allons devoir accélérer le projet d'enclos de prés relâchés, mais à un emplacement différent, connu uniquement d'un cercle très restreint de personnes. Thomas acquiesça, puis se dirigea vers la salle de soins où il trouva Claire en compagnie de Sophie et Mathieu, tous trois visiblement secoués par les événements récents mais déterminés à poursuivre leur mission. « Antoine, » murmura Claire en voyant Thomas, « je n'arrive toujours pas à y croire. Il semblait si dévoué. »« Les apparences sont parfois trompeuses, » répondit Thomas. « Mais l'important maintenant, c'est de protéger Léna et sa famille. Ils ne sont pas encore hors de danger. » Il s'approcha de la vitre d'observation et contempla la scène paisible qui s'offrait à lui. Léna, allongée majestueusement, surveillant ses 3 chatons qui jouaient maladroitement sous le regard attentif d'Étoile. Cette image incarnait tout ce pourquoi il se battait, la préservation d'une nature sauvage menacée par la cupidité humaine. 1 mois plus tard, par une aube fraîche de printemps, Thomas se tenait aux côtés de Claire, Sophie, Julien et Mathieu, à la lisière d'une clairière isolée au cœur du parc national. L'emplacement du nouvel enclos de prés relâchés avait été gardé secret, connu uniquement des personnes présentes et du lieutenant Moreau. Devant eux, une large structure grillagée englobait près d'1 hectare de forêt naturelle, comprenant un petit ruisseau, des zones rocheuses et suffisamment de couvert végétal pour permettre aux lynx de développer leurs instincts de chasse et de camouflage. « C'est le moment », dit doucement Sophie en déverrouillant la porte de la caisse de transport. Léna émergea la première, prudente mais confiante, ses sens en alerte analysant ce nouvel environnement. Étoile la suivit, déjà plus grand et plus assuré qu'au moment de son sauvetage, sa patte complètement guérie ne laissant qu'une légère cicatrice, comme témoignage de son épreuve. Les 3 chatons, maintenant âgés de plusieurs semaines, sortirent ensuite en file indienne, leurs petits corps agiles incarnant parfaitement ce mélange de fragilité et de résilience qui caractérisait leur espèce. Ils resteront ici pendant au moins 6 mois, expliqua Sophie, alors que la famille explorait prudemment son nouveau territoire. Le temps que les petits apprennent à chasser efficacement et que nous soyons certains que le réseau de braconnage est complètement démantelé. L'enquête avait en effet progressé rapidement après les aveux d'Antoine. Plusieurs autres arrestations avaient suivi, révélant l'étendue d'un trafic qui s'étendait bien au-delà des frontières françaises. Fournier, Garnier et leurs complices attendaient leur procès, face à des accusations qui garantiraient de longues années d'emprisonnement. « Regardez », murmura Claire, pointant vers Léna qui venait de s'immobiliser sur un rocher dominant la clairière, sa silhouette élégante se découpant contre le ciel matinal. La femelle lynx observait son nouveau domaine, ses oreilles touffues pivotant pour capter les moindres sons, son regard ambré balayant l'horizon. Ses petits se regroupèrent autour d'elle, tandis qu'Étoile prenait position légèrement en contrebas, comme pour monter la garde. Dans cette posture fière et vigilante, Léna semblait incarner l'esprit même de la nature sauvage, cette force tranquille qui persiste malgré les menaces, cette résilience qui permet à la vie de trouver son chemin, même dans les circonstances les plus difficiles. Pour Thomas et ses compagnons, témoins silencieux de ce nouveau départ, ce moment représentait bien plus qu'une simple étape dans un programme de conservation. C'était la confirmation que leur combat, malgré les trahisons et les obstacles, valait la peine d'être mené. Car dans les yeux de cette mère lynx qui avait refusé d'abandonner son petit piégé, qui avait survécu à une césarienne d'urgence et qui guidait maintenant sa famille vers un nouvel avenir, brillait cette étincelle précieuse que l'humanité avait le devoir de préserver, la flamme indomptable de la vie sauvage, libre et digne, libre.